Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Allô, allô, allô! Ça dérange-tu si je parle par-dessus la musique? Non, c'est juste... Ça fait 24 fois qu'on fait pas ça, là, fait que ça m'a mélangé. 25. C'est la 25e fois, oui. Oui. C'est les noces de... Non, c'est pas des noces, c'est notre anniversaire. Notre anniversaire de... D'argent. D'argent. 25 ans. Mais nous autres, c'est notre 25e. Ouais. Ça, c'est notre 25e épisode. Wouhou! Yes. Mais ça fait un petit peu plus de 25 ans Mais non, qu'on a commencé pas 25 ans. à se voir au secondaire. Non! Ben oui. C'est en 1999. Ah, arrête! Ça fait... C'est la 26e année. On se connaissait avant un petit peu, là, mais... Mm-hmm. Mais là, on parle pas de ça. On parle de 25 épisodes. 25e épisode, ça n'a pas de bon sens? Oui, ça a du bon sens? Ça semble pas comme si ça fait 25 fois qu'on fait ça. Ben, ça fait plus que ça avec les Patreons, mais je veux dire... Puis il y a 2 épisodes spéciaux aussi. Oui. C'est à cause que le temps passe vite quand on s'amuse. Yeah! Des fois, je m'amuse pas. Non, puis à Comme à soir, je vais... m'amuserai pas, je le sais, parce qu'il m'a déjà averti que ça va être horrible, puis je vais chialer. On était aussi pour rester avec des amis, là, puis là, je l'ai averti plusieurs fois. Là, le cas ici, il est affreux, c'est choquant, c'est frustrant, c'est toutes sortes d'affaires, là, tu vas voir. T'aimes ça me faire choquer? Ben, j'aime ça choisir des cas controversés, des choses qui sont pas noires et blanches. Mm-hmm. Comme un cas où c'est que j'ai amplement de place à donner mon opinion, parce que, comme tu sais, j'aime beaucoup donner mon opinion. Oh my goodness, oui. Yep. René aime ça donner son opinion. Mais je veux dire, dans le podcast, c'est comme un de nos trademarks, je dirais. Là. Qu'on donne notre opinion, puis on n'a pas peur de donner notre opinion c'est sur, ça. Il y a sur plusieurs, des choses, sur des faits. Il y a plusieurs autres podcasts True Crime que j'écoute qui sont très bons, mais comme ils restent aux faits, puis c'est correct ça aussi, mais c'est pas mon style. Ça. Ben non, parce que t'es pas capable. Non, pas... René n'est pas capable de fermer. Mais c'est pas ça. C'est que je respecte ça totalement. Si vous restez neutre, ben oui. Vous faites des podcasts, vous restez neutre, vous avez tout à fait le droit, puis j'aimerais ça être comme ça, mais malheureusement... Moi, je suis pas neutre. René, il est pas chill. Moi, je suis un petit peu plus chill, Je sais pas. Mais ça dépend. Non, mais quand c'est quelque chose de grave, là, puis controversé, non. Je suis pas capable. Fait que on va passer au shout-out, puis après ça, on va aller au cas parce qu'il est quand même assez long. Ça dépasse les 7000 mots. Oh, je suis donc bien surprise. C'est mon thing, ça, de... Je suis pas capable de... Puis sais-tu quoi? J'ai coupé plusieurs parties aussi. J'aurais pu facilement en mettre le double. Ben, c'est correct. Moi, je me tiens pas mal aux 40 minutes. Ouais. René va 1 heure et demie, qui pourrait facilement être 2 épisodes. C'est juste que je veux pas. Je veux pas faire ça en 2 épisodes. Je peux pas attendre. Faut que je sache qu'est-ce qui arrive. Quand il y a des podcasts où c'est qu'il y a partie 1, partie 2, j'écoute jamais jusqu'à temps que partie 2 est disponible. Oui, c'est ça. Non, moi non plus. Fait que je vais commencer avec un shout-out à Amy de chez Horreur Québec qui nous a inclus comme choix bonus dans sa chronique Top 5 balados québécois du True Crime qui glace le sang. Oui, je suis tellement contente. Ouais. Parce que on a fait... OK, on n'est pas dans le top 5 parce qu'on n'est pas québécois. Ben c'est ça, on ne raconte pas les critères. Oui, on ne raconte pas les critères, mais elle nous a inclus comme bonus. Oui. J'ai trouvé ça tellement sharp. C'est comme mention spéciale. C'est vraiment gentil de ta part, Rémi, puis on apprécie énormément. Je l'ai mis sur Facebook, sur notre groupe Facebook. René l'a mis... nous autres, c'était
Toi, tu l'as mis sur notre page Facebook. Oui, sur la page. Puis je l'ai même mis sur mon Facebook personnel, Amy, parce que je trouve ça tellement sharp que tu as fait ça. Ben oui. Un gros merci. Oh. On a un autre shout-out à faire. Attends une minute. René me l'a envoyé, puis comme de fait, je suis pas prête. C'est bien. C'est Mélanie. Mélanie nous écrit qu'elle adore notre podcast, elle nous trouve drôle, intéressant. Elle dit qu'elle fait... elle nous écoute pendant qu'elle fait son scrapbooking le matin. Puis en plus, son chum aussi, elle aussi s'appelle René. Les meilleurs chums s'appellent René. C'est prouvé. C'est prouvé? Ben oui. I don't know about that. Ben, T'es mon mari, t'es pas mon chum, ça fait que... Toi et Mélanie, vous devriez être d'accord là-dessus, me semble. Ouais. Donc, un gros shout-out à toi, Mélanie. J'adore. Elle dit qu'on est, son petit coup de cœur de 2025. Puis, j'adore recevoir des messages comme ça. Si jamais vous voulez des shout-outs, guys, envoyez-nous des messages Facebook ou Instagram, puis on va vous faire un petit shout-out comme ça. C'est certain. Puis, on apprécie aussi quand vous nous envoyez des messages en commentaire sur notre page Facebook, sur Instagram. On essaie toujours de vous répondre anytime. Oui. J'aime ça entendre que les gens nous écoutent. Mm-hmm. Parce que on a dépassé mes attentes, qui étaient à peu près une centaine d'auditeurs. Là. Hey, toi, t'avais un high expectation, René? 100 auditeurs, je m'attendais même pas qu'on en ait 2, moi. Parce que sérieusement, quand on a commencé ça, je me disais, pouf, on va essayer, puis... Ben, moi, je comptais comme toute notre famille puis nos amis à peu près. Là. Tu penses-tu qu'on a vraiment 100 amis et famille? Ah ben peut-être. Oui. En comptant la famille, pas les amis. On n'a pas si tant d'amis que ça. Non, moi, j'ai un ami. On est vieux. Des fois 2, ça dépend. Ah, t'as des amis. À cause de mes amis sont tes amis. Ouais, I guess. Right. OK. Donc, René, Oui, il me Mireille. dit, ah ouais, let's go, là, on arrête de parler. Ah oui. Où est-ce que la piste nous mène aujourd'hui? Mireille, je t'emmène le 9 août 2016 dans la Première Nation Red Pheasant en Saskatchewan. Debbie Baptiste attend son fils de 22 ans pour souper, Colton Bouchy. Mais il n'y arrive pas. Elle met son assiette dans le micro-ondes. Il mangera plus tard, elle se dit. Debbie regarde à l'extérieur et voit une grande lignée d'autopatrouilles de la GRC. Elle dit à ses enfants, « Regardez dehors, il y a quelque chose qui se passe. » La GRC, fusil à la main, encercle la roulotte de Debbie. 7 policiers armés procèdent à une fouille, sans mandat, du domicile à Debbie. Sans mandat. Debbie demande à un policier, « Qu'est-ce qui se passe? » Le policier lui demande, « C'est qui Colton Bouchy pour toi? » « Mon fils, répond Debbie. Le policier répond, « Ton fils est décédé. » Debbie, elle se met à pleurer et crier de façon incontrôlable. Le policier la plaque contre le mur, lui tenant les 2 mains au-dessus de la tête et lui dit « Get yourself together », comme « Contrôle-toi ». Et pendant qu'il la restreint contre le mur, il tente de sentir son haleine pour voir si elle est intoxiquée. C'est quoi le rapport? Elle était pas en train de conduire? Elle était chez eux, même si elle serait. Mind your beeswax. Comment est-ce que Colton est décédé? Puis pourquoi est-ce qu'on traite Debbie comme une criminelle? Mm-hmm. Aujourd'hui, Mireille, je te raconte l'injustice entourant la mort de Colton Bouchy. Ça commence mal. Yes, ça commence très mal. Mm-hmm. Puis là, je lance un avertissement. C'est pas un cas noir et blanc. C'est un cas très divisif qui incite beaucoup de racisme en ligne. Nous autres, Sur la piste du crime, on a tolérance zéro pour le racisme. On va supprimer et bannir n'importe qui lance des commentaires racistes sur nos médias sociaux. Il y a plein de bons arguments à faire des 2 côtés de mon histoire sans avoir besoin d'aller dans les stéréotypes et les insultes racistes. Ouais, bien dit. Mes sources pour le cas de ce soir, c'est le livre Canadian Justice, Indigenous Injustice par Kent Roach, un documentaire de Radio-Can intitulé We Will Stand Up, disponible sur YouTube, ainsi que plusieurs articles de la Radio-Canada, un épisode de Dark Poutine, parce que c'est en anglais, c'est Poutine, Oh God. et l'Encyclopédie canadienne. Es-tu prête? Mm-mm. Non, ça c'était non. Partie 1. Un bébé de Halloween.
Colton Boushie est né le 31 octobre 1993 à Ronan, situé dans la Flathead Indian Reservation au Montana. Et oui, c'est pas juste au Canada qu'on a encore des noms terriblement racistes pour toutes les choses autochtones. Sa famille déménage éventuellement à la Première Nation Cree Red Pheasant, qui est à environ 60 km au nord de Biggar, en Saskatchewan. La réserve compte un total de 2536 habitants, incluant 820 qui vivent sur la réserve. Il y a des inquiétudes par rapport aux conditions de logement et au manque d'emploi sur la réserve de Red Pheasant. La famille Boushie, elle, vivait dans une roulotte avec des problèmes d'égout. Oh! C'est des problèmes systématiques d'infrastructure qui affectent plusieurs Premières Nations au Canada. Mais je tiens à souligner qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Comme exemple, l'année passée, on a visité la réserve de Kipawa, juste à côté de Témiscamingue, au Québec. Super beau. Puis c'était une très belle place avec plein d'infrastructures modernes. Il ne faut pas être borné par nos stéréotypes. Puis là, petite tangente historique parce que, pourquoi pas, Red Pheasant, Sweetgrass, Little Pine, Poundmaker, c'est toutes des réserves Premières Nations dans cette région de la Saskatchewan, nommées après les chefs autochtones qui ont négocié le traité numéro 6 avec la Couronne. C'est ici, en 1885, que le Canada a pendu 8 guerriers autochtones sans aucune représentation légale pour leur participation dans la rébellion du Nord-Ouest. Les Autochtones se rebellaient contre le Dominion du Canada parce que la Couronne ne respectait pas les ententes des traités conclus avec eux. Grosso modo, la Couronne les laissait crever de faim. Puis si tout ça te dit quelque chose, Mireille, c'est parce que c'est dans ce même rébellion que Louis Riel a été capturé et malheureusement pendu lui aussi. C'est à ça que j'ai pensé. C'est le sujet de l'épisode numéro 10. On parle souvent de colons pionniers qui s'en vont vers l'ouest, comme le Wild West, vers la Terra Nullius, qui est latin pour la terre qui n'appartient à personne, mais la réalité est très différente. L'Ouest canadien, pareil comme l'Ouest américain, est systématiquement confisqué par le Canada, arraché de la population autochtone et redistribué aux colons européens. C'est une histoire triste et sanglante pour la région qui, malheureusement, continue jusqu'à aujourd'hui. Fin de la tangente. Colton, c'est un petit gars très intelligent. Il avait des lunettes de Harry Potter, dit sa mère. Smart Kid Glasses. Smart Kid Glasses. Son sujet favori à l'école, c'est la science. Il corrige souvent les gens de son entourage quand ils ont tort. Il repousse ses lunettes avec son index sur son nez et dit « Scientifiquement, c'est faux ce que tu dis. » Colton dit à sa mère « Tout le monde s'entendrait bien si on prenait tous un bon livre et on s'assirait en dessous d'un arbre. » Oh, c'est tombé cute. En vieillissant, Colton reconnaît son héritage Cree et accepte la spiritualité autochtone et il s'implique également dans l'Église. Colton aime chanter. On l'entend souvent chanter des chansons peyote quand il marche dehors. Et même s'il souffre d'un handicap aux mains, que j'ai malheureusement pas plus de détails dessus, il a complété un cours de pompier, ce qu'il rêvait de devenir. Il est très impliqué dans les traditions de son peuple Cree et dans les événements communautaires. Il est fier d'être présent dans la vie de ses jeunes neveux et il participe pleinement à les élever. Son grand-père est un modèle pour lui. Il admire son éthique de travail et sa compassion pour tous les humains. Chaque Halloween, c'est une grande fête pour la famille. On célèbre la fête à Colton et l'Halloween en même temps. Puis Colton adore ça. Halloween, c'est clairement sa fête favorite parce que c'est sa fête. C'est important pour moi de parler au sujet de la personne, au sujet de Colton Boushie. Dans les médias, on parlera souvent de lui comme un homme de 22 ans. Puis on réfère à lui en utilisant toutes sortes de termes racistes et dérogatoires. Mais moi, j'ai de la misère avec ça. Il y a très peu d'hommes de 22 ans. C'est un garçon encore. Puis il y a toute sa communauté derrière lui, puis toute sa vie devant lui. Partie 2. On s'en va se baigner. Ah oui? Ouais, pas ici, là, il se fait frais. Ouais, je sais. Mais eux autres, c'est le 9 août 2016. C'est un mardi. Colton et 4 de ses amis planifient de s'amuser. Colton est accompagné de sa copine Kiora Whitney. Il dit à sa mère Debbie, vers 13h, qu'il s'en va se baigner à la rivière avec ses amis et qu'il sera de retour pour souper. Également avec eux,
Belinda Jackson et son copain Eric Meachance et Cassidy Cross. Puis Cassidy Cross, je me suis mélangé au début. Là. Cassidy, c'est un garçon, c'est pas une fille. Ah, OK. Ouais. C'est important parce qu'à un moment donné, ça fait plus de sens. J'aime ça ce nom-là. Cassidy Cross. Mm-hmm. Ça se dit bien. Oui, ça roule, ça va. Oui, Cassidy Cross. Tous viennent de la Première Nation Red Pheasant. Le groupe prennent le Ford Escape 2003 à Kiora et s'en vont se baigner à la rivière. Ils boivent un peu et ils s'amusent. C'est des jeunes adultes en plein été. Mm-hmm. En revenant de leur baignade vers 17 h, le véhicule fait un flat ou une crevaison pour les plus français que moi. Le pneu avant à gauche perd tout son air. Il roule sur la jante ou sur le rim pour tous les moins français que moi. Ils entrent sur la ferme de la famille Fouhi, où apparemment, ils essaient de s'emparer d'un camion qui était juste là dans le champ. Cassidy Cross tente de briser la fenêtre du camion en question avec la crosse d'une carabine 22, mais il ne réussit pas. C'est plutôt la carabine qui brise. Puis là, je veux préciser, au Canada, les Autochtones peuvent chasser n'importe quand sans permis. La 22 en question appartenait à Eric Meachance et il dira plus tard qu'il traînait sa 22 avec lui pour qu'il puisse aller chasser quand ça lui tentait. Mm-hmm. Qui est absolument normal. Comme il n'y a rien d'anormal là-dedans. C'est correct pour lui. Oui, oui. Ouais. Cassidy remonte à bord du Ford Escape et le groupe continue lentement jusqu'à une ferme avoisinante, la ferme Stanley. Gérald Stanley, 54 ans, et son fils Sheldon sont dehors. Ils effectuent des réparations à une clôture. Puis là, je dois préciser, la version des faits racontée par les Stanley est très différente de celle racontée par le groupe de jeunes. OK. Fait que je vais essayer de mettre les détails des deux dedans pour qu'on ait une bonne idée de ces... Pas vraiment de qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais qu'est-ce que les deux disent, right? Ouais. Meachance et Cross disent qu'ils se sont rendus sur la propriété des Stanley pour demander de l'aide avec leur crevaison. Et effectivement, Gérald Stanley était un mécanicien et réparait parfois des véhicules passants. Cross conduit le Ford Escape jusqu'à un garage sur la propriété des Stanley. Gérald et Sheldon ont bien vu le véhicule entrer dans leur cour, mais sur la ferme, les visiteurs et les clients, c'est la routine. Apparemment, qu'ils n'en font pas de cas initialement. Cross et Meachance débarquent du véhicule et sont aperçus en train d'interagir avec un camion. C'est pas précisé qu'est-ce qui est entendu par interagir. OK. Ensuite, un des deux garçons est vu en train d'embarquer sur un VTT qui était aussi stationné juste là, comme un 4 roues. Là. Mm-hmm. C'est pas clair s'il tente de partir le VTT, ça dépend à qui on demande. Ah, OK. En voyant ça, Gérald et Sheldon Stanley courent vers ce qu'ils croient être des intrus avec des mauvaises intentions. Puis honnêtement, si je me mets à leur place, je peux comprendre pourquoi ils penseraient ça à ce point-là. Ben, si quelqu'un embarque sur mon 4 roues pour aucune raison. Ouais, c'est pas c'est qui. Ouais, c'est ça. Dans ma cour, t'es sur mon 4 roues. Sheldon lâche un cri aux intrus. Hey! Son père et lui croient qu'ils se font cambrioler. Cross et Meachance tentent de fuir et remontent à bord du Ford Escape. Les deux fermiers courent vers les intrus et réussissent à les rattraper assez facilement. Parce qu'un char avec une crevaison, ça n'avance pas vite. Mm-hmm. Sheldon Stanley, avec un marteau encore à la main, frappe le pare-brise du Ford Escape et le fracture. Oh. Gérald, lui, donne des coups de pied au véhicule conduit par Cassidy Cross. Le Ford Escape frappe un véhicule appartenant au Stanley en tentant de se sauver et finalement s'immobilise pas loin de là, en avant de la maison, près d'où Lisa Stanley, épouse de Gérald, était en train de tondre le gazon. La jante du Ford Escape est coincée dans le gravel, impossible de faire avancer le véhicule. Effrayés par le pare-brise brisé, Cross et Meachance sortent du véhicule et se sauvent en courant. Les deux sièges en avant vides, et sachant qu'il est dans une très mauvaise situation, Colton, qui était jusqu'à ce point-là assis en arrière, qui n'avait jamais sorti du véhicule, décide qu'il doit prendre le volant et tenter de fuir avec les deux filles. Il n'y a aucune indication que Colton avait les mêmes intentions, peu importe ce qu'elle était, que ses deux amis Cross et Meachance. Puis comme je l'ai dit, Colton n'est jamais sorti du char. Lui et les deux filles n'ont rien fait de mal, sont juste malheureusement là. Cross et Meachance, eux, en se sauvant,
ils entendent des sifflements par-dessus leur tête. Oh non. Cross dit qu'il entend un ricochet près de lui. C'est des coups de feu, ils se font tirer dessus. Aïe, aïe. Après que leur Ford Escape s'était immobilisé, Gérald Stanley était allé s'emparer d'un pistolet semi-automatique dans son cabanon. Il l'a chargé, puis a tiré 2 coups vers Cross et Meachance. Plus tard, Stanley témoignera qu'il a tiré 2 coups d'avertissement en l'air. Qui dit la vérité, on ne le sait pas. Sheldon Stanley entend les 2 coups de feu pendant qu'il se dirige vers la maison pour récupérer les clés de son camion. Sheldon dit qu'il a l'intention de poursuivre Cross et Meachance. Belinda Jackson, elle, qui est sur la banquise arrière du char, a dit que Gérald ordonne à son fils d'aller chercher un fusil dans la maison. Gérald se rend jusqu'au Ford Escape, qui est là, stock dans le gravel, avec Colton Boucher assis au volant. Les 2 filles, Kiora Whitney et Belinda Jackson, sont assises à l'arrière. Gérald a peur pour son épouse Lisa. Il pense que le Ford Escape l'a frappé pendant qu'elle tondait le gazon. Il regarde en dessous du véhicule, pensant que son épouse était écrasée en dessous. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Je vais mettre des photos sur Facebook, là, pour savoir qu'il y a une assez grosse distance entre le tracteur à pelouse et le Ford. Mais sa femme est où? Je ne sais pas et où à ce point-là, mais elle n'a jamais été en aucun danger. OK. Lisa est correcte. Colton essaye de faire avancer le véhicule, mais il est coincé, il y a juste 3 pneus, puis ça ne marche pas. Fait que le moteur spin puis ça tourne dans le vide. Puis là, je me mets dans la position de Colton. Mes 2 amis viennent de faire des niaiseries, puis là, ils se sauvent à la course. Il y a un fermier qui tire son fusil, puis il s'approche de moi. Je veux décalisser de là le plus vite possible. Gérald, lui, il veut empêcher les jeunes autochtones de se sauver. Il glisse son bras gauche à travers la fenêtre ouverte du conducteur, là où Colton est assis. Gérald tente d'éteindre la voiture d'une main, tout en tenant son pistolet dans l'autre main. Puis là, bang, un 3e coup de feu. Le projectile entre derrière l'oreille gauche de Colton, tuant immédiatement le jeune garçon de 22 ans. Oh my God! Garçon qui tentait de se sauver d'une très mauvaise situation, là où leur pare-brise avait été frappé à coups de marteau, là où un fermier avait déjà tiré 2 coups de feu en l'air ou vers ses amis qui, dépendant qui qu'on croit dans cette histoire-là, avaient, entre guillemets, interagi avec un camion et peut-être embarqué sur un VTT. Belinda Jackson, elle, dans le siège en arrière, a dit que Gérald a tiré 2 fois sur Colton. Kiora et Belinda, paniquées, sortent du véhicule pour tenter d'aider Colton. Les 2 petites filles sont en état de choc. Elles ouvrent la porte du conducteur. Le corps de Colton tombe immédiatement. Son visage plonge dans le gravel par terre. Oh my gosh! Lisa Stanley, qui arrive, la madame. Oui, a dit aux 2 filles, « That's what you get for trespassing. » Mais voyons! C'est ce qui t'arrive quand tu empiètes sur une propriété privée. Belinda est enragée par le commentaire de la fermière et lui donne un coup de poing. Ouais. Le corps sans vie de Colton gise au sol, puis à côté de lui, à environ 2 mètres, le canon de la carabine brisé à Eric Meachance. Gérald Stanley ne témoignera jamais que Colton était armé. Tout indique que Colton n'a jamais touché la carabine ce jour-là et personne n'est certain comment le canon de la carabine a fini par terre à côté de Colton. La crosse et la détente de la carabine n'étaient pas à côté du corps. Ces 2 autres morceaux de la carabine seront retrouvés plus loin pendant l'investigation. Il n'y a aucune preuve qui indique que la carabine a été tirée ce jour-là. Puis encore là, il y a des photos de la carabine qui est clairement comme en 2 morceaux, est brisée, inutilisable. Elle était déjà brisée d'avance. Elle était brisée sur le camion. Oui. L'autre camion. Là. Oui, Cassidy dit qu'il a frappé le manche de cette carabine-là sur le camion, puis ça l'a brisé le manche. Puis ils sont en 2 morceaux. C'est de même que les polices l'ont trouvé. Mais tu sais, tout ce temps-là, là, la femme aurait pu fournir les polices. Le jeune, il aurait pu fournir les polices. Stanley, il aurait pu fournir les polices. C'est en 2016. On a des téléphones cellulaires, là. Oui, ben c'est ça. Il n'y a personne qui a appelé les polices. Ils ont juste décidé on va se shooter, là, tu sais. Ça n'a pas de sens. Puis en parlant d'appeler les polices, Sheldon Stanley compose le 911 à 17h27. Il leur dit que 3 hommes et 2 femmes ont empiété sur sa propriété,
ont essayé de voler des véhicules et auraient quasiment écrasé quelqu'un avec leur véhicule. Il dit qu'un homme a été tiré par son père et que celui-ci est probablement mort. Oh, come on. Les 2 autres hommes sont armés et se sauvent à pied, ce qui est faux. Les 2 femmes sont encore là sur la scène. Les 3 membres de la famille Stanley se rendent à l'intérieur de leur maison, se font un pot de café et attendent l'arrivée de la GRC. Avec quelqu'un de mort, là. Comment tu peux te faire un pot de café quand qu'est-ce qui vient d'arriver, après qu'est-ce qui vient d'arriver dans ta cour? Oui, comme ils ont laissé, d'après ce que je comprends, comme c'est pas écrit explicitement, là, mais j'imagine que les 2 filles ont resté dehors avec le corps, puis les autres ont été en dedans, puis attendaient la police. Partie 3. 44 mm de pluie. Bon. Ah, OK. Quand la GRC est arrivée, elle a d'abord détenu tout le monde, mais a relâché Lisa et Sheldon Stanley sur les lieux. Gérald Stanley est mis en état d'arrestation pour meurtre. Les 2 filles aussi sont mises en état d'arrestation, Belinda Jackson et Kiara Whitney, pour avoir agressé Lisa Stanley. Hein? Belinda donne un coup de poing. Il a donné un coup de poing dans la face, c'est vrai. Elle méritait. Mais Kiara n'a rien fait. Elle se fait arrêter quand même. Oh my gosh. Les charges seront éventuellement abandonnées. OK. Eric Meachant est également détenu. Il avait tenté de fuir avec Cassidy Cross, mais pour une raison que j'ignore, Meachant est resté sur la ferme Stanley. Cassidy Cross, lui, il est recherché pour vol par la GRC. OK, qu'est-ce qu'il a volé? Rien, c'est les Stanley qui ont dit qu'il était un voleur. Oui, mais il n'y a pas de preuves. Non, je sais. OK. Je sais, ça fait partie de tous les préjugés qu'on trouve dans le cas. Là. C'est pour lui qu'on cherche quand la GRC déploie son escouade tactique chez Debbie Baptiste, la mère de Colton, lorsqu'on lui annonce de façon froide, sans cœur et armée jusqu'aux dents, et en sentant son haleine, pour vérifier si elle avait bu, que son fils avait été tué. Cross se rendra par lui-même à la GRC le lendemain. Belinda Jackson, elle qui a donné un coup de poing, est placée dans une autopatrouille de la GRC. En se rendant au poste, les policiers oublient qu'elle est là. Hein? Elle est emportée dans une poursuite à haute vitesse lorsque les policiers ont soupçonné 2 voitures d'activité suspecte près de la ferme des Stanley. Oh, voyons! Ouais. Plus tard, la GRC avouera qu'emporter Belinda Jackson dans une poursuite à haute vitesse était, entre guillemets, contre la politique de la GRC. Really? Ah ouais, OK, vraiment. Comme c'est pas... Wow. Ça n'a pas rapport au cas pantoute, mais c'est comme ça montre à quel point que ce monde-là se font... Ce monde-là, c'est pas le bon terme. Ça montre à quel point les Autochtones dans l'histoire se font terriblement maltraités par la police. Eric Meachant, Belinda Jackson et Kiara Whitney seront détenus pendant plus de 18 heures au détachement de la GRC à Battleford avant d'être questionnés. Avant d'être questionnés? Puis, l'incident a arrivé vers 5 heures là, en soir. Fait que ils ont passé toute la nuit sans avoir rien à manger, à boire, pas pu dormir avant qu'on adresse le fait qu'ils sont là. Ils n'ont pas pu dormir? Non. Oh boy. Le corps de Colton Boucher a été recouvert d'une toile, laissé là où il était tombé de la voiture, après que Jackson et Whitney avaient tenté de lui venir en aide. Son corps a été laissé au sol pendant que la GRC obtenait un mandat de perquisition en vertu du code criminel pour fouiller les lieux. Le 9 août en soirée, le soir du meurtre, on annonce beaucoup de pluie. Puis là, attache ta tuque, Mireille. Non. Autre que la toile qui recouvre le corps de Colton, la GRC juge que c'est pas nécessaire de recouvrir la scène du crime. La forte pluie qui atteint 44 mm dans la soirée du 9 août a emporté le sang et les empreintes digitales, lavant ainsi toute possibilité de reconstruire le crime de façon précise. Puis attache ta tuque une deuxième fois parce que j'ai pas fini de te mettre en crise. Ça va passer au code de David Reimer. Il avait fait ça. Il avait neigé puis il avait pas recouvert rien. La GRC a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer un expert en projection de sang sur les lieux. Pourquoi? Pourquoi c'est pas nécessaire? Est-ce que je peux savoir, s'il vous plaît? Je vais l'expliquer plus tard. Ouais. Puis ça sera pas satisfaisant.
C'est jamais satisfaisant. Tes cas me font bouillir. Le Ford Escape est tellement mouillé qu'il doit être séché pendant une journée entière avant d'être analysé. Oh my. La porte du conducteur était ouverte Ah. et la pluie l'a complètement lavé. Là où il y avait probablement des éclaboussures de sang. Ben Pour montrer, genre, comme dans quelle direction oui. que le monde était placé, etc. Tu sais. Il n'y a aucune façon de reproduire la géométrie du crime. OK, fait Gérald Stanley est mis en état d'arrestation par la GRC à 18h53. Au poste, on le laisse appeler un avocat à 2 reprises en soirée, à 20h16 et à 22h43. Gérald n'est pas interrogé en soirée, mais il est réveillé dans sa cellule à 2h09 du matin pendant la nuit afin de prélever des échantillons sur ses mains pour détecter des résidus de tir et conserver ses vêtements comme éléments de preuve. Ben là. Ouais, ça faisait au moins 6 heures qu'il était au poste avant qu'on décide de, comme, hey, peut-être qu'on devrait checker ses mains et prendre son linge. Ouais, mais peut-être que le monsieur a lavé ses mains depuis ce temps-là, hein? Ben, moi, je passe pas 6 heures sans aller aux toilettes. Ben, là. c'est ça, franchement. Puis lui, comment ça fait qu'il avait le droit de dormir? C'est pas fini. Ah, je sais. C'est beaucoup mieux que le 18 heures qu'on a fait attendre Ben, aux amis c'est à ça. Colton avant d'adresser le fait qu'il était là. Puis il n'y a pas mention de quand est-ce qu'eux ont eu le droit de parler à un avocat, je ne sais pas quand. Là. Enfin, ben, Gérald il a appelé au moins 2 fois. Il est interrogé le lendemain du meurtre, le 10 août en après-midi. Il refuse de parler. Il exerce son droit au silence. Son interrogatoire dure quand même environ 1 heure. Il jase de rien et de tout, de façon amicale et détendue avec le constable Gallagher, notant que le constable a à peu près la même âge que son fils Sheldon. OK. C'est comme chummy l'affaire. Là. Tout un contraste avec la façon que la GRC a traité Debbie Baptiste le soir d'avant. Mm-hmm. La famille Bouchy placera une plainte formelle avec la GRC pour Good. son traitement inhumain envers Debbie Baptiste. L'enquête interne de la GRC déterminera que la GRC avait raison de combiner la recherche tactique de Cassidy Cross avec l'annonce du décès. Je cite, étant donné les risques pour la sécurité, l'approche que la GRC a dû adopter était de nature tactique et dans cette situation, elle était jugée acceptable. Voyons donc, Alice. Non, mais ouais, parce que. Hein? Les risques pour la sécurité, c'est un risque inventé quand ils se sont fait dire qu'il y avait un voleur qui s'était sauvé d'une propriété. Puis ils se sont fait dire que c'était un voleur armé, qui n'était pas vrai du tout. Non, mais c'est quoi le rapport avec Debbie? C'est à cause qu'ils cherchaient pour Cassidy Cross chez Debbie. C'est leur je dis pas que c'était satisfaisant comme explication. Non, je sais, mais c'est ça, je te dis, comme pis ça. Tu cherchais pour quelqu'un, ça veut pas dire que, OK, tu vas attaquer la mère d'un gars que tu viens juste de dire qu'il est décédé. Ben, tu devrais jamais combiner Franchement. quoi que ce soit avec l'annonce du décès d'un fils à sa mère. Non. Ouais. Puis juste assumer que. C'est pas un mot, hein? Assumer. En tout cas, juste. Je te comprends. Assumer qu'elle avait bu en plus, là. Voyons donc. Bon, mais c'est des Autochtones. Ils ont tous bu. C'est ça qu'ils pensent, eux autres. Je là. sais, mais c'est pas correct. En tout cas, excuse. La GRC a publié un communiqué de presse le 10 août, le lendemain du meurtre. On y indique qu'un homme adulte associé à la propriété a été arrêté sur les lieux sans incident. 3 occupants du véhicule, soit 2 femmes et un homme, ont été placés en détention dans le cadre d'une enquête liée à un vol. Un autre jeune homme est recherché. Son identité n'est pas confirmée pour le moment. Le communiqué précise également qu'aucune accusation n'avait été portée dans le cadre de cette enquête complexe, entre guillemets, et que l'enquête se poursuivait sur les événements ayant mené à l'arrivée du véhicule dans la cour et les circonstances entourant le décès. Dis-moi qu'est-ce que tu as entendu là-dedans, toi, là. J'ai entendu plein de bullshit parce que, premièrement, c'est toutes des excuses. Rien. Ben, regarde. Il y a eu un meurtre, puis il en parle même pas. Ouais, c'est un des derniers mots. C'est on investigue le décès. Oui, mais il commence à où sont les charges? C'est comme toutes des excuses. Oh, il y avait un vol, il y avait ci, il y avait ça. Non, t'as pas de preuve qu'il y a eu un vol. D'après les preuves, il n'y a pas eu de vol. Non. Ils ont empiété. Ouais, comme il n'y avait probablement pas d'affaires là, mais
qu'est-ce qu'ils mentionnent, eux autres, c'est qu'il y a du monde, on les investigue pour vol, puis, by the way, ben, il y a quelqu'un qui est mort. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme si on informe le public qu'il y a eu un vol. Puis, petit détail mineur, il y a eu un meurtre en même temps. Même pas un meurtre, c'est juste un décès. Ouais, ils disent pas Il y a meurtre eu un encore. décès. Ouais. On semble faire équivalence entre les crimes de vol et de meurtre. Puis, allô, il n'y en a pas eu de vol. Non. Ça, c'est juste la perception des Stanley. Non, mais les Stanley ont dit ça pour se couvrir le cul, là. Oui, je pense que c'est même pas important parce que, premièrement, il n'y a pas vraiment de preuve qu'il y avait un vol, mais même s'il y avait un vol, ça justifie pas ce qui est arrivé. Non, je sais, mais... Non. Mais attends, là. Stanley a dit... Gérald, il a dit... Ils ont venu chez nous, ils ont essayé de voler mon 4 roues, ils ont parlé du truck, puis en plus, il a dit qu'il pensait qu'il avait frappé sa femme. Ouais, comme il y a Ça, de l'exagération. Tout, là, ouais. Ben, je sais pas si c'est d'exagération ou si c'est toutes des excuses pour, comme que je te dis tantôt, couvrir son cul pour avoir tiré sur... Ouais. Il n'y a pas des réponses claires, là, c'est pas noir et blanc, là. Ben, moi, je pense que c'est ça, parce que dans le fond, comme... Ça, c'est mon opinion, puis on a dit au début, on donne nos opinions, mais mon opinion, je pense que c'est ça, c'est que oh shit, I fucked up. Ouais. Tu sais, là, j'ai tiré un jeune. So, mec, les polices y arrivent, je vais, tu sais, ils ont fait un vol, puis ils sont armés, puis ils ont frappé ma femme avec leur véhicule. Tu sais, il va tout dire ça pour justifier qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être. Là, par rapport au communiqué, parce que là, je suis rendu dans mon texte. Excuse. Une autre enquête interne de la GRC, à la suite d'une autre plainte déposée par la famille Boucher, a conclu que le communiqué de presse respectait le protocole de la GRC. Fait que ce communiqué de presse-là qui dit des vols, by the way, un décès, c'est ça. C'était correct, ça, d'après la GRC. C'est... Le surintendant qui a rédigé le rapport a déclaré que, et je cite, « Quoi qu'il en soit, je m'excuse si vous avez eu l'impression que les communiqués médiatiques présentaient votre fils comme un voleur et ont causé de la détresse à votre famille, car telle n'a jamais été l'intention. » Oh, OK. Comme, fuck off. Là, je l'ai lu, le texte original, là, puis c'est vol. Oh, by the way, quelqu'un est mort. Aïe, hein? Suite à 3 jours de témoignage pendant l'enquête préliminaire, Gérald Stanley est accusé de meurtre au 2e degré. Et, 2e degré? Ben, premier, il faut que ça soit comme prémédité, right? Ben là, il est sorti avec un gun puis il n'a pas phoné police. C'est pas prémédité, ça? Excuse. Non, comme ça prend plus de planification que ça, je pense. Là, OK. Et d'homicide involontaire par voie d'agression ou d'utilisation négligente d'une arme à feu. Involontaire. Le juge Bauer a ordonné que Stanley subisse un procès pour meurtre au 2e degré. Il a fondé sa décision uniquement sur le témoignage de Sheldon Stanley. Il a déclaré avoir vu son père avec une arme, entendu des coups de feu et a vu son père revenir de la voiture avec une arme. Le juge n'a pas mentionné le témoignage de Belinda Jackson, qui affirmait avoir vu Stanley tirer 2 fois sur Colton. OK. C'est un détail révélateur, parce qu'un juge, lors d'une enquête préliminaire, n'est pas censé évaluer la crédibilité ou la véracité des témoignages, mais plutôt laisser cette tâche au jury pendant le procès. Exactement. L'attaque contre la crédibilité de Jackson semble avoir porté ses fruits dès l'enquête préliminaire et elles allaient de nouveau réussir lors du procès. Y a-tu une autopsie? Ben, je mentionne des faits qui vont venir du coroner plus tard. Là. Ouais. Comme des faits où c'est qu'il y a eu 2 coups de fusil dans... On va y venir. Excuse, OK, je vais... Je vais trop vite, hein? Partie 4. Asti de Facebook. Ah, Facebook à merde! Sur les médias sociaux, plusieurs laissent tomber toute retenue et dévoilent le pire d'eux-mêmes. Ah, ouais. Voici quelques commentaires que j'ai traduits. Je veux-tu les entendre? Je pense pas que je vais les entendre. Attention aux oreilles sensibles, comme si j'ai déjà entendu quelques personnes sur Facebook dire qu'ils écoutaient avec leurs enfants. Là. Vous voulez peut-être sauter comme 1 ou 2 minutes. Là. Écoutez pas avec vos enfants, pas nos podcasts. Dépendant de l'âge de vos enfants, là, mais... OK, premier commentaire. Ah, René.
Ils sont chanceux que juste un Indien sous a été tué. Je comprends même pas pourquoi que Gérald est en procès. Voyons! Prochain. Ces maudits-là reçoivent toutes sortes d'argent de l'aide sociale. Fait que c'est juste ça qu'ils font, boire, se droguer, voler. On a besoin des fusils pour se protéger. Oh! Tu veux pas que je commence? Ça s'en vient pire. Ah! Félicitations, Gérald. Non! Ça fait un voleur de moins qui circule. C'est le temps de fêter. Prochain. Hashtag trop d'Indiens. René. C'est la faute à Johnny McDonald. Il aurait dû toutes les tuer quand c'était plus facile. Puis le pire. Oh my God! Tire, enterre. C'était en anglais. Là. Ils sont tous en anglais, mais c'était shoot, shovel, shh. Aïe, aïe, aïe. OK, comme René filme pas comme c'est là, mais si vous C'est affreux, verrez c'est ma affreux. face, là, non. C'est pertinent de répéter ça dans le contexte du cas. Ouais, ben, je suis comme... Ben Kautz, un conseiller municipal de la ville de Browning en Saskatchewan, écrit sur Facebook. Ah. Mon opinion, sa seule erreur, c'est d'avoir laissé des témoins. Mais il est quoi, lui, là? Un conseiller municipal d'une ville dans la région. Il écrit ça? Oui. Même si le conseiller supprime son commentaire Ben, haineux, trop tard. une capture d'écran circule partout sur Internet. Fudge. Il démissionnera de son poste quelques jours plus tard. Good. Il aurait dû être congédié, par exemple, là, mais... Le système de justice canadien prend grand soin d'imposer des interdictions de publication lors des audiences de mise en liberté sous caution et des enquêtes préliminaires, par crainte d'influencer les jurés potentiels. Mais il n'existe rien pour gérer les préjugés diffusés sur les médias sociaux avant le procès. C'est vrai, c'est quelque chose que j'avais jamais pensé à avant, ça. C'est que quand il y a alors, je ne me rappelle plus comment tu dis ça en français, un publication ban, comme tu n'as pas le droit de rien publier à propos d'un cas, c'est pour protéger le jury. Mais là, avec Facebook, avec Internet, avec toutes ces choses-là, ça devient très difficile de faire ça. Les gens lâchent lousse là-dessus puis ils disent n'importe quelle niaiserie qui leur passe sur la tête. Je suis tellement maudit que j'en braille comme c'est là. J'ai des larmes. Puis à cause que je pense au petit gars avec des lunettes qui disait comment si tout le monde serait... si tout le monde prendrait un lit puis en retour d'un arbre, on serait tout correct. Puis là, il y avait comme un petit handicap sur les mains. Puis c'est ça, il y avait juste 22 ans. Je suis tellement... Le 14 août 2016, maudit. 5 jours après le meurtre, le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, intervient sur les médias sociaux. En voici un extrait que j'ai traduit. Le racisme n'a pas sa place en Saskatchewan. À la suite de la fusillade près de Bigger, des commentaires racistes et remplis de haine ont été publiés sur les médias sociaux et d'autres forums. Ça doit arrêter. Aïe, aïe, aïe. Ces propos sont non seulement inacceptables, intolérants et trahissent les valeurs de l'identité même de la Saskatchewan, mais ils sont aussi dangereux. Il existe des lois qui protègent les citoyens contre ce type de haine et elles peuvent être appliquées. Elles seront appliquées. Vont-tu l'être? Mais qu'est-ce qui manque dans le message du premier ministre, Mireille? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? C'est pas des excuses. Ou de la sympathie exprimée envers la famille Bouchy? Ou la communauté autochtone? Aucune mention du racisme comme étant anti-autochtone. Pourquoi tu me fais ça? Partie 5. Ça me fait chier. Ah. La couleur du jury. Parce que l'outrage n'est pas fini. Of course not. La sélection du jury est très controversée. En Saskatchewan, 11% de la population est autochtone et un autre 6% est métisse, donc 17% en tout. Le jury qui est sélectionné pour juger Gérald Stanley contient combien d'Autochtones et ou de Métis, d'après toi, Mireille? 0. 0. Exactement 0. Mais t'es pas supposé? Il était pas supposé d'en avoir? Habituellement, tu devrais avoir comme... Tu sais, souvent, c'est moitié-moitié femmes et hommes ou... Il n'y a rien qui dit... Comme certaines interprétations des traités, des traités numérotés avec les Premières Nations,
peuvent laisser entendre qu'il devrait avoir une balance dans Ben les oui. jurys. Mais c'est pas comme écrit noir sur Je blanc. pensais que c'était une loi. Non, Non, ça ne l'est pas. devrait l'être. OK. Pourquoi 0? Ben, je t'explique le concept de la récusation péremptoire. Tu sais quoi ça? Absolument pas. Ça, c'est quand la couronne et ou la défense, pendant la sélection du jury, pouvait, avant 2019, puis j'explique pourquoi plus tard, pouvait rejeter un jury potentiel sans offrir aucune justification. All right. On peut simplement le regarder puis dire « Non, toi, je te veux pas. » Bye-bye? Ouais. OK. La défense de Stanley a exercé 5 de ses 14 récusations péremptoires Non. pour exclure des personnes visiblement autochtones. Oh, come on! La famille Bouchy s'est opposée à ces récusations, Mais oui. mais ça sert à rien, comme on vient de dire. Il n'y a pas de loi sur les compositions d'un jury. Ça n'a pas de sens. Debbie Baptiste avait d'ailleurs prédit avant le procès, si c'est un jury entièrement blanc, on n'a aucune chance. Ah. 3 autres jurés prospectifs ont été exclus par le juge parce qu'ils étaient parentés avec Colton. Ben, Fait qu'en tout, sur parenté, je peux comprendre, mais oui, juste la race, non. mais il en Ça, a c'est exclu stupide. 5 qui étaient visiblement autochtones, Ouais, ça, c'est dumb, là. un autre 3 qui étaient parentés. Comme, en quelque part, tu devrais remplacer Oui, tes c'est personnes ça. exclues par des personnes semblables Ben oui, c'est ça. pour Justement. représenter la composition de la communauté. Ben oui. Ça ferait mettre trop de sens, voyons donc. Et en plus, il existe un racisme systémique qui exclut en trop grande proportion les Autochtones de la sélection des jurys. Le racisme systémique, là, ça cause beaucoup de controverses parce que c'est très mal compris. Souvent, c'est pas une loi ou une politique qui empêche directement un Autochtone à faire partie d'un jury. C'est plutôt que le système les défavorise grandement et indirectement, pour des raisons parfois complexes. Mhm. Par exemple, 750 personnes ont été convoquées pour faire partie du jury pour le procès à Gerald Stanley. Des 750, 178 étaient disponibles pour la sélection. D'après les démographiques de la Saskatchewan, je l'ai dit tantôt, 11% d'entre eux, ce qui veut dire au moins 20, étaient autochtones. OK. Et une couple d'autres étaient métis. Mhm. Mais ce même nombre sous-représente gravement le 30% d'Autochtones qui vivent dans le district juridique de Battleford. Donc, un jury représentatif de la communauté devrait avoir quelque part entre 11 et 30% d'Autochtones. En Saskatchewan, toute personne ayant une carte santé peut être convoquée pour la sélection d'un jury. Mais ils sont immédiatement exclus s'ils servent actuellement une peine de prison. OK, ouais. Puis on le sait tous, les Autochtones sont surreprésentés en prison, dû aux vestiges du passé colonial qui défavorise et appauvrit les Autochtones depuis des siècles. Ouais. Ça veut dire que parce qu'on exclut ceux qui sont en prison, ceux qui ont un record criminel, Ouais. on exclut automatiquement beaucoup plus d'Autochtones. Oui, OK. Right? Puis ça, Fait- c'est un fait. Fait que c'est pas comme. Tu sais, il n'y a aucune loi qui dit on ne veut pas d'Autochtones sur les jurys, mais Ouais. à cause qu'ils sont appauvris, à cause qu'il y a Oui. des siècles et des siècles de maltraitance, c'est une conséquence Oui. comme pas naturelle, c'est une conséquence artificielle de notre maltraitement Oui. qui mène au fait qu'au bout de la ligne, ils sont sous-représentés sur les jurys. Oui. Parce qu'ils sont surreprésentés en prison. Je comprends. Mhm. Il y a aussi que le fait que les personnes autochtones peuvent être découragées de se présenter comme jury en raison des frais de transport, d'hébergement ou de garde d'enfants. En Saskatchewan, au moment du procès, un jury recevait 80 $ par jour. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de perdre un salaire pour Non. juste 80 $ par jour. Non. Puis encore moins quand cette personne-là fait partie du groupe ethnique le plus pauvre du pays. Ouais. Fait que, grosso modo, un jury entièrement blanc, pas fier pantoute, d'après moi. Ah, c'est stupide. Partie 6. Un raté de tir. Gerald Stanley est détenu pendant 10 jours avant d'avoir une audience de mise en liberté sous caution. La cour de Battleford est à capacité avec plus de 100 spectateurs et environ le même montant dehors. Plusieurs ont des affiches avec des slogans comme Justice for Colton et Mhm. Indigenous Lives Matter. Mhm. Les spectateurs chantent Justice for Colton pendant que Gerald est mené à l'intérieur
menotté, avec un gilet orange par-dessus sa tête. La procédure de l'audience doit être arrêtée temporairement parce que la sténographe ne peut pas entendre ce qui se passe en raison des bruits de tambour à l'extérieur. Oh, wow. Gerald Stanley est libéré sous caution de 10 000 $. That's it? Il ne peut pas posséder aucune arme à feu. Il sera surveillé électroniquement. Il ne peut pas entrer en contact avec la famille Bushy ni personne résidant à Red Pheasant. Ouais. OK. Au procès, qui débute le 30 janvier 2018, on présente les résultats de l'enquête un peu broche à foin de la GRC. La carabine brisée à Eric Meachance, qui, d'une façon inconnue, s'était retrouvée en morceaux par terre à 2 mètres du corps de Colton, avait 5 balles dans le magazine. La crosse était brisée et la détente n'était pas au même endroit que le canon. Clairement, cette carabine-là n'avait pas été utilisée et n'aurait pas pu être utilisée. La GRC n'a pas trouvé la balle qui a tué Colton, mais ils ont trouvé une cartouche dépensée de calibre 22 sur le côté du passager du Ford Escape. L'arme du crime, le pistolet à Gerald Stanley, a été retrouvé dans sa boîte de rangement dans la maison. La GRC avait envoyé des photos par courriel à une experte de projection en sang. Par courriel? De Calgary, oui. Mais oh my gosh! Celle-ci a déterminé qu'il n'était pas nécessaire qu'elle se rende sur les lieux. Wow! Estimant que les projections étaient limitées au capuchon et à la casquette de Bushy. Hein? Elle a vu 3-4 photos, elle, là. Mm-hmm. Puis elle a dit, oh, tout le sang, il est dans la capuche, il est dans la cadotte, j'ai pas besoin d'aller là. T'es pas sérieux? Tu devrais pas avoir le droit. Non! Tu devrais être obligé de te rendre. Quelqu'un est mort. C'est bien stupide. Elle a regardé 3-4 photos, elle. Qui dit qu'ils n'ont pas pris ces photos-là après qu'il a mouillé? Non, c'est ça. Right? Moi, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont seulement qu'examiné le véhicule après la pluie. Parce qu'il y a beaucoup de mentions de « Ah, il fallait qu'on le fasse sécher » puis tout, là. Fait. Elle a juste décidé, OK. Non, pas besoin d'aller là, moi. Parce que, je te rappelle, il a tombé 44 mm de pluie sur la scène du crime le soir du 9 août 2016. Et seulement le corps de Colton était recouvert d'une toile, pas le véhicule. Hey! Sheldon Stanley témoigne que le Ford Escape est arrivé sur leur propriété et que son père et lui se sont mis à crier quand ils ont vu des hommes approcher certains véhicules stationnés dans leur cour. Il a couru vers le Ford Escape, il a frappé le pare-brise avec un marteau. L'Escape a ensuite percuté un véhicule stationné appartenant au Stanley et s'est immobilisé un peu plus loin, près de la maison, coincé dans le gravel dû à une crevaison. Sheldon ensuite s'est dirigé dans la maison pour prendre les clés de son camion. Il voulait poursuivre les intrus si nécessaire. Pendant qu'il était dans la maison, il entend 2 coups de feu. En sortant de la maison, il a vu son père Gérald s'approcher du Ford Escape. Puis ensuite, il dit 4 ou 5 secondes plus tard. Puis là, je pense qu'il veut dire 4 ou 5 secondes plus tard, après les 2 premiers coups de feu, il entend un 3e coup de feu. Mais il ne regardait pas dans la direction-là, mais qu'il n'a rien vu. Ah, bon, ben non. Ah, je suis déjà... Eric Meachance témoigne qu'il est absolument certain que les 2 premiers coups de feu avaient été tirés dans sa direction quand il courait. Mais évidemment, la GRC ne l'a pas cru parce que Gérald n'a jamais été accusé de quoi que ce soit en lien avec ça. Le juge dira même que les 2 premiers coups tirés par Gérald étaient justifiés en défense de sa propriété. C'est justifié, ça? Vraiment? Mais en défense de quoi, je me demande? Ouais. C'est pas de la défense, d'après moi, si tu tires sur le dos à quelqu'un qui se sauve. Ouais. De quoi tu te défends? Tu te défends de quelqu'un qui court, qui s'éloigne? Ça fait même pas de sens, je comprends pas. Cassidy Cross témoigne que, en référence à la carabine de calibre 22, c'est un véhicule de réserve. Parlant du Ford Escape Acura, ils sont toujours pleins de balles. Tout le monde va à la chasse. C'est légal sur la réserve. Ouais. Cross admet qu'il avait bu l'après-midi du 9 août 2016, puis que probablement il n'aurait pas dû être en train de conduire. Comme Meachance, Cross a été soumis à un contre-interrogatoire par l'avocat de Stanley. À un certain point, Cross s'exclame que « Je ne tuerais pas quelqu'un qui essaye de me voler, c'est stupide ça. » Cross admet qu'il essayait de voler le véhicule à la ferme avoisinante
avant d'arriver chez les Stanley. Il dit « J'étais jeune, j'étais stupide, puis je suis prêt à faire face aux conséquences pour mon geste. » Mais quand il s'est rendu à la ferme Stanley, Cross dit qu'il voulait seulement demander de l'aide pour la crevaison. OK. Cross ensuite témoigne que par rapport aux actions de Sheldon Stanley, qui a brisé le pare-brise de leur véhicule, Cross croyait que Sheldon avait utilisé une hache. Comme quand ils ont vu... Au lieu du marteau, tu veux dire? Sheldon a frappé avec un marteau, Oui. mais Cross, lui, sa perception, c'est qu'il s'en venait avec une hache. OK. L'avocat de la défense lui demande « Avais-tu considéré peut-être comme « Hey les gars, on a une crevaison, pouvez-vous nous aider? » Cross répond « Je ne l'ai pas considéré parce qu'il s'en venait vers nous autres avec une hache, je les ai vus. » Wow. Fait que d'après Cassidy Cross, Ouais. ils n'ont pas vraiment eu aucune chance de demander de l'aide. Tabarnouche. Ça a été, d'après lui, c'était agressif aussitôt Wow. qu'ils ont embarqué sur la propriété. Kiora Whitney, la copine de Colton, témoigne qu'elle avait bu et qu'elle dormait sur le siège arrière du Ford Escape pendant l'incident. Elle dit n'avoir rien vu ou entendu avant la fusillade, mais témoigne que Belinda a vraiment frappé Lisa à coups de poing, après que la fermière a dit « That's what you get for trespassing ». Ben, Je pense Je que l'aurais ça fait. mérite un coup de poing. ben, Comme quand quelqu'un vient de mourir, on n'a pas besoin de petits commentaires de même. ben, ça, comme ça. J'en reviens pas qu'elle dit ça. Belinda Jackson, c'est la plus importante des témoins. Ah, Elle est la seule à avoir vu Gérald tirer sur Colton. ouais, c'est vrai. Chance et Cross, ils se sauvaient, ils n'ont rien vu. Whitney dormait, il n'a rien vu. Belinda témoigne que Gérald a tiré 2 fois sur Colton. Mais, tu sais, elle dormait, mais c'est qu'il a brisé le pare-brise avec une hache ou un marteau, là. Ça te réveille, il me semble. Non, c'est l'autre, c'est Kiora qui dit qu'il Whitney. Peut-être qu'elle s'est réveillée rendue là. Right? Comme, Mais, oui, mais si elle s'est réveillée, elle l'aurait pas vu. elle dit qu'elle n'a rien vu. Belinda dit qu'elle a vu. OK. C'est qu'elle dit que Gérald a tiré 2 fois sur Colton, mais témoignage qui est inconsistant avec le rapport du coroner, indiquant que Colton a été tué d'une seule balle. Comme, y a-tu 2 coups qui ont été tirés? Peut-être, mais il y en a seulement un qui a frappé Colton. Aucune tentative n'est faite en cours pour réconcilier le témoignage de Belinda et le rapport du coroner. Belinda témoigne également que Sheldon est revenu de la maison avec un fusil lui aussi. Ce que Sheldon nie. Il dit qu'il a été chercher des clés de truck. Ah. Mais Sheldon admet qu'il avait emporté 2 fusils ce jour-là chez ses parents lors de sa visite. Bon. C'est un petit peu gun happy, là. Ouais, mais pourquoi? C'est ça. Pourquoi il a amené des fusils chez ses parents? Ça fait pas partie de mon script, là, apparemment. Si je me trompe pas, là, la GRC ont trouvé comme 12 ou 14 armes à feu en tout là, sur la propriété. Là. Ouais, comme beaucoup. T'as pas besoin de tant que ça, franchement. Aïe, aïe. Belinda Jackson a été soumise à un contre-interrogatoire agressif au sujet des différences entre son témoignage en cours et ses déclarations initiales à la GRC. Elle dit « Ça fait aucun sens, je le sais. Je suis au courant de ça. J'avais peur, j'étais en état de choc. J'ai été détenu au poste pendant 19 heures. J'ai pas pu dormir, puis j'ai pas pu manger. » Puis elle ajoute « My gosh. Tu peux pas vraiment t'attendre à ce que je dise la vérité aux policiers qui sont racistes et qui pensent que je suis venu sur cette ferme pour voler. Pourquoi est-ce qu'on me passe les menottes? Je viens juste de voir mon ami se faire tuer. Puis ils m'ont dit, ben, t'es en état d'arrestation pour vol. Quel vol? Qu'est-ce que j'ai volé? Je suis dans un véhicule. Qu'est-ce que j'ai volé? Jackson était particulièrement bouleversée d'avoir été détenue et accusée de vol. Parce qu'elle n'a jamais sorti du Ford Escape Exactement. avant que Colton soit tué. Elle a admis avoir frappé Lisa Stanley, oui, expliquant que Mme Stanley lui avait dit « C'est ce qui t'arrive quand tu empiètes sur une propriété privée. » Puis elle se tenait là, les bras croisés, puis elle nous regardait pleurer et crier. J'étais bête qu'elle avait une face aussi. Là. Tu sais, tu peux juste imaginer là, ça, l'air qu'elle faisait là, avec les bras croisés, puis aucun... Moi, j'aime mieux pas essayer de... Aucun remords. Non, mais moi, je peux voir pourquoi qu'elle l'a fessé, là.
Ben ouais, il faut que ça ait été assez grave. Ouais. Aller dire ça, puis le regarder avec les bras croisés, avec sa petite face. Là. Je peux juste m'imaginer, là, René. Ça. Paf! Tiens, madame. Gerald Stanley ne plaide jamais la défense légitime à son procès. Plutôt, sa défense repose en grande partie sur l'affirmation que le tir mortel était involontaire et résultait d'un raté de tir. Un hang fire, ça s'appelle en anglais. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Là. Ça, c'est quand la détente est appuyée sur un fusil et qu'il y a un délai avant le coup de feu. Stanley prétend qu'il a appuyé la détente 2 fois en tirant en l'air et ensuite appuyé à plusieurs reprises pour s'assurer que son pistolet était vide. Sure. Mais le fusil serait déchargé seulement plusieurs secondes plus tard, une fois qu'il était rendu à côté du Ford Escape, quand il essayait de prendre les clés pour arrêter le moteur. Mais, même si tout ça est vrai, pourquoi est-ce que le canon est pointé à la tête de quelqu'un? Oui, exactement. Ça. Puis, pourquoi même, monsieur, que ton gun t'est chargé? Pourquoi que même t'avais ça avec toi? Ben, il a été le chercher. Il a été le chercher juste une fois qu'ils ont arrivé dans le cours. Ouais. Un raté de tir peut être causé par plusieurs choses, comme un défaut de munitions, un problème mécanique dans le fusil, etc. Des experts en armes à feu témoignent au procès, mais n'ont aucune preuve supportant le raté de tir. Ils témoignent que l'arme fonctionnait correctement et qu'il n'avait pas été possible de reproduire un tir défectueux lors de leur test. Un expert de la GRC témoigne que plusieurs études démontrent qu'un raté de tir dure en moyenne 1 demi-seconde. Non. Ouais. Et qu'il n'y a aucune preuve supportant un raté de tir d'une telle durée prétendue par Gerald Stanley, rendant sa défense implausible. Mm-hmm. Son fils Sheldon avait témoigné qu'il s'était écoulé au moins 4 à 5 secondes entre les 2 premiers coups de feu et le 3e coup mortel. Malgré tout ça, et sans aucun support scientifique, le juge permet à un guide de chasse de témoigner à la cour que un fusil doit être tenu en position sécure pour 30 à 60 secondes si aucune décharge n'a eu lieu. Aussi, 2 témoins sont permis de dire à la cour qu'ils ont expériencé des ratés de tir de 7 à 12 secondes une quarantaine d'années passées. Ah bon, OK. Encore une fois, sans aucun support scientifique wow. et contraire à l'expert en armes à feu de la GRC. J'ai aucune idée pourquoi ces anecdotes ont été permises en cours. Exactement. 40 ans passés, là, ça l'est arrivé. Ouais. OK. Mais on a un expert ici, là. Ouais. On a un expert qui te dit c'est 1 demi-seconde. C'est quelque chose de rare, puis si ça arrive, c'est quasiment instantané. C'est comme bang, comme 0.5 secondes plus tard, maximum. Ben, c'est ça. Laisse faire ton anecdote de 40 ans passés, là. Ça n'a pas rapport. Le procès de Gerald Stanley, parfois, a plutôt viré en procès des 4 jeunes autochtones qui étaient partis se baigner avec Colton. Je suis tombée pas surprise. On les accuse d'avoir menti, d'avoir bu, d'être des voleurs, n'importe quoi pour leur nuire. Mm-hmm. On ressort tous leurs petits délits et pour certains, leurs records criminels. On remet la crédibilité de tous en question. Même la couronne dit au jury de ne pas se fier au témoignage de Belinda Jackson. C'est son propre cas. Pourquoi? Puis elle dit, fie-toi pas à tel témoin. Pourquoi? Aucune idée. Elle qui était dans la voiture, la seule autre que Gérald qui a vu ce qui s'est passé. Exactement. Le mot racisme n'est jamais dit une seule fois pendant le procès. Mm. Le juge donne des instructions au jury concernant la défense fondée sur un raté de tir accidentel et souligne que Stanley devrait bénéficier de tout doute raisonnable. Il dit au jury que s'il détermine que le pistolet a déchargé accidentellement, qui, je te le rappelle, n'est pas supporté par les experts, qui devrait trouver Gerald Stanley coupable d'homicide involontaire par cause d'utilisation négligente d'une arme à feu. Give me a Sinon, break. Ils peuvent le trouver coupable de meurtre au 2e degré ou l'acquitter. Ils ont 3 choix.
Fait que si L'acquitté. le gun a déchargé accidentellement, involontaire, s'il a tiré volontairement, deuxième degré, sinon acquitté. Wow. Donc, avec une défense d'un raté de tir accidentel, aucune masse supportée par la science, ni les experts en armes à feu, une scène de crime contaminée par 44 mm de pluie qui a lavé les éclaboussures de sang sur la porte du conducteur et partiellement à l'intérieur du Ford Escape. Puis le petit peu de sang qui restait n'a jamais été examiné par un expert en projection de sang. Puis finalement, 2 récits des faits complètement différents. Le jury entièrement blanc, composé de 7 femmes et 5 hommes, délibère pendant 15 heures et reviennent avec un verdict. Mireille? Ben, j'espère que c'est deuxième degré, mais je sais que ça ne sera pas parce que tu m'as dit que j'étais pour me fâcher. Je suis déjà fâchée, ça fait que... Je vais aller involontaire, mais si tu me dis qu'il est acquitté, moi, être en beau maudit. Le 9 février 2018. René, non. Je te vois à face. Gérald Stanley est acquitté de meurtre au 2e degré et d'homicide involontaire. Pourquoi? Immédiatement après l'annonce du verdict, quelqu'un dans l'audience crie « T'es un meurtrier ». No shit. Un jeune est mort ici, là. Peu importe les circonstances de la présence de Colton et ses amis sur la propriété des Stanley, la vie de personne n'était en danger. Même ce qu'il aurait volé. Si on croit Cross et Meachance, Sheldon Stanley a frappé le pare-brise avec son marteau. Ou une hache. Qu'eux croyaient être une hache, avant même qu'ils aient eu l'opportunité de demander pour de l'aide. Si on croit les Stanley, Meachance et Cross ont approché un camion et un d'eux aurait embarqué sur un VTT. C'est ça. Est-ce qu'on doit tirer quelqu'un avec une arme à feu pour ça? Exactement. La défense légitime, c'est quand ta vie est en danger immédiat, pas quand tes biens sont en danger. Et surtout pas quand les prétendus voleurs se sauvent à la course avec leur dos tourné vers toi. Même si la défense légitime n'a pas été plaidée au procès, je serais prêt à gager que c'est dans cette logique-là que le jury a décidé d'acquitter Gérald Stanley. Mais c'est pas une défense. Je veux faire allusion ici à toutes les femmes dans le passé, avant que la défense de la femme battue soit permise, qui ont plaidé défense légitime à leur procès, par peur de leur conjoint abusif, et qui ont quand même été trouvées coupables, parce que leur vie n'était pas en danger immédiat au temps du meurtre. Et la vie d'aucun des Stanley qui était en danger immédiat. Et puis, même si Gérald Stanley a raison, puis que son pistolet a déchargé accidentellement, pourquoi est-ce qu'il était pointé dans le derrière de la tête à Colton? Puis si Gérald nous ment, puis qu'il a tiré Colton intentionnellement, pourquoi pas le tirer dans la jambe, ou dans le bras, ou tirer en l'air? Tire pas. Tire pas pantoute. Le char est stock. D'un gun, anyways. Le char était stock, ça l'avançait plus. C'est ça. Tu fonds les polices, ils n'ont pas de départ à aller pareil. Il manque un très, très, très grand focus dans le cas sur pourquoi est-ce que les Stanley se sont pas juste reculés et puis appelé les polices. C'est ça, je dis depuis le début. Tant qu'à aller dans la maison, aller chercher ton fusil, va chercher ton téléphone. C'est quoi le point? Tout le monde a le téléphone sur eux à cette heure-là. Ah, même il y était 3 dehors. Qui avaient peur là, pour leur vie, va dans la maison, embarque-toi, ils font les polices. Il n'y avait même pas... En tout cas, je t'entends maudit. La seule petite lueur de justice ici, là, c'est que Gérald Stanley a plaidé coupable à l'entreposage inadéquat d'armes à feu. Oh! Pour ça, il a reçu une amende de 3 900 $. Wow! Puis une interdiction de posséder une arme à feu pendant 10 ans. Pourquoi pas à vie? Je peux-tu savoir? Je sais pas. C'est toi, juste... tu t'as dit que ce cas-là, il était pas noir ou blanc. Je m'excuse, mais... Sérieusement? Ben, il y a un cas à faire pour défense de propriété, mais ça l'inclut pas tirer sur quelqu'un. De propriété. Oui. Mais exactement. Comme il y avait une bonne façon de défendre Gérald Stanley ici. Puis, d'après moi, ça aurait pu résulter en homicide involontaire au lieu de meurtre au 2e degré. Peut-être. Mais j'espérais que ça c'est au moins ça qu'il y ait, mais il y a même... C'est pour ça que je dis que c'est pas noir sur blanc. Il est quand même coupable.
dans le fond, tu sais, comme il n'y avait pas de raison pour que ce gars-là meure, là. Il n'y en avait pas. Partie 7. Justice pour Colton. 2 jours après le verdict, le 11 février 2018, la mère de Colton Boushie, Debbie Baptiste, sa cousine et son oncle se rendent à Ottawa pour rencontrer la ministre de la Justice et procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould, qui elle-même est de descendance autochtone, afin de plaider pour la justice. Mm-hmm. Ils ont demandé pour la fin des récusations péremptoires lors de la sélection du jury qui ont été utilisées lors du procès de Gerald Stanley pour exclure tous les jurés potentiels qui semblaient être autochtones. Dans les 2 mois suivant l'acquittement, dans un record de temps phénoménal pour le gouvernement fédéral, Jody Wilson-Raybould a présenté un projet de loi de réforme au Parlement, suivant les recommandations de la commission d'enquête sur l'administration de la justice au Manitoba de 1991. Le projet de loi C-75 abolira les récusations péremptoires au Canada en 2019. Mais, comme tu as entendu, c'était recommandé depuis 1991. 91? Je pense que ça veut dire 92. OK. Ça a pris la mort d'un petit gars de 22 ans avant d'être mis en effet. Wow. L'abolition des récusations péremptoires est la seule bonne chose qui ressort de ce cas-là. Ils attendent toujours qu'il arrive quelque chose, hein? Avant d'agir, avant de faire quelque chose, ils attendent qu'il arrive. En mars 2021, l'organisme de surveillance de la GRC, la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes, la CCETP, conclut une enquête de 3 ans sur la manière dont la GRC avait traité l'investigation de Colton Boushie. Le rapport de la CCETP a conclu que la GRC avait fait preuve d'insensibilité et de discrimination raciale envers la mère de Colton Boushie, Debbie Baptiste, lorsque 7 agents armés ont illégalement fouillé son domicile pour l'informer de la mort de son fils. Pas de sens. Le rapport a également révélé que la police avait mal géré les témoins et les preuves, et qu'un communiqué initial de la GRC à propos de la fusillade laissait entendre que la mort du jeune homme était méritée. Aïe, aïe. Le Globe and Mail a rapporté que la GRC avait mené une enquête interne parallèle sur sa gestion de l'affaire sans informer l'organisme civil de surveillance et qu'elle avait détruit les enregistrements des communications policières de la nuit où Colton Boushie est mort. La GRC a déclaré que ces documents n'avaient pas de valeur probante et avaient été détruits 2 ans après la clôture de l'enquête, conformément à sa politique de conservation des dossiers. Aïe. Même si l'enquête de la CCETP avait déjà été annoncée et qu'une poursuite civile contre la GRC avait été intentée par la famille de Boushie. OK, fait que si tu as bien compris, là, même s'il y avait une enquête de la CCETP, même s'il y avait une poursuite civile contre eux autres, en relation avec le cas, la GRC ont détruit les enregistrements des communications policières la nuit où Colton a été assassiné. Wow. Fait qu'est-ce qui a été dit par les polices? Probablement des choses racistes qu'on ne voulait pas faire répéter. Mais avec l'air Marianne à cacher, par exemple. Ouais. Puis là, ils disent, on les a détruits après la période de rétention qui est 2 ans. Mais, moi et toi, il faut qu'on garde nos papiers d'impôt pour 7 ans. Ouais, c'est ça. Justement. Un sondage d'opinion publique réalisé peu après l'acquittement indiquait que 32 % des Canadiens jugeaient que le verdict était erroné, tandis que 30 % et 63 % en Saskatchewan trouvaient que le verdict était bon et équitable. Voyons. D'après moi, 63 % des personnes en Saskatchewan devraient se trouver un bon livre et aller s'assire en dessous d'un arbre. Oh, Colin. Justice pour Colton. C'était mon cas au sujet du meurtre de Colton Boushie. Il était triste, ton cas. Il était pas correct. Non, c'est vraiment affreux, mais je m'excuse d'avoir choisi un cas affreux de même. Tu m'as fait broyer 2 fois. Là, j'ai besoin de mes emotional support puppies. C'est pas des puppies que t'as, c'est des chevals. Ils sont trop gros. Il y en a juste une qui est trop grosse. L'autre est correct. Echo, il est pas si gros que ça. Ouais, Echo est correct.
Mais je juge l'autre. Pas si grosse que ça. Elle a comme 80 livres. Eh oui, c'est pas si gros que ça. Elle a juste 7 mois. Elle va pas venir bien plus grosse que ça, là. J'espère. Eh non. Mais quand je disais que c'était pas un cas noir et blanc au début, c'est premièrement à cause de la façon que le cas a été défendu en cours. Je pense pas qu'il y avait moyen de défendre Gérald pour l'acquitter, même s'il a été acquitté. Mais il y avait certainement moyen de défendre pour résulter en homicide involontaire au lieu de meurtre au deuxième degré, comme j'ai expliqué tantôt. Mais aussi l'autre aspect de que c'est pas un cas noir et blanc, c'est que, comme j'ai dit, les statistiques à la fin, comme la majorité des gens à Saskatchewan trouvent que le verdict est bon et équitable. Mm-hmm. Comme il y a un problème en quelque part avec l'histoire, l'éducation de l'histoire à l'école, l'éducation des gens, les préjugés, si on pense que tirer sur quelqu'un qui sauve, c'est correct. Ouais. Non, juste... Comme s'il y a un intrus dans ta maison, dans le milieu de la nuit, là, je peux comprendre que tu as peur pour ta vie et que tu tires. Ça, c'est défense légitime. Si quelqu'un s'en vient envers toi avec une arme, oh, ben c'est à ça le temps que je peux voir. puis que tu tires, c'est défense légitime. Oui. S'ils se sauvent de toi, Mm-hmm. quand ils sont, d'après eux, venus pour demander de l'aide, c'est pas une défense légitime. C'est pas une défense de tes biens non plus parce qu'ils s'en vont. Ils se sauvent. Tu as eu, comme le résultat que tu cherches, c'est je vais pas me faire voler. Puis s'ils se sauvent, bien clairement, le résultat est en ta faveur, right? Même s'il était là pour voler, même si. Mais non, mais c'est ça. Même justement. s'il voulait prendre le 4 roues. Oui. Tu peux pas tirer sur quelqu'un à cause qu'il prenne ton 4 roues. Mais non. C'est pas ça que c'est, défense C'est légitime. ça. Non, ça l'est pas. Puis comme, si t'es pas d'accord avec moi, ben, faut que tu fasses changer la loi parce que c'est pas de même que la loi fonctionne au Canada. Tu dois être en danger imminent. Personne n'était en danger imminent. Non, donc je Sur la comprends pas ferme des pourquoi Stanley. même qu'être acquitté était Pourquoi que c'était dans les ouais, choix, comme je comprends pas. comme pourquoi que c'est un choix? Oui, parce qu'il y avait un fusil dans ses mains. Mm-hmm. Le fusil a déchargé, Mm-hmm. puis il a tué quelqu'un. C'est ça. Après ça, il a expliqué au jury que si ça allait arriver accidentellement, c'est homicide involontaire. Mais c'est ça. Donc, c'est quoi la définition de acquitter? Tant qu'à moi, comme par défaut, ça aurait dû être ça. Oui. Oui. Il y aurait probablement eu une sentence très réduite, tant qu'à moi, si ça Oui. serait arrivé. Absolument. Mais au moins, c'est comme un peu de justice. De toute façon, il était coupable. Oui. De toute façon. Puis il n'a jamais nié Non. qu'il n'avait Donc, pas tiré. pourquoi acquitter? Je ne comprends pas. En tout cas, ton cas me fait vraiment frustré comme c'est là. Donc, c'est ça. Oui, c'est affreux. Je recommande, tous les gens à l'écoute, il y a un documentaire qui s'appelle We Will Stand ou We Will Stand Up, quelque chose de même, qui est disponible sur YouTube de Radio-Can. C'est fait par une autochtone de la région, puis il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de Colton, de ses frères, de ses sœurs, etc. Fait que c'est très, très, très bien à regarder. Puis, comme je disais aussi au début, il y avait l'épisode de Dark Poutine au sujet du même cas. La poutine. Mm-hmm. Ouais, mais c'est à cause c'est anglophone, hein, c'est Poutine. Mais non, c'est poutine. En tout cas, moi, je vais prendre un break de True Crime pour une semaine. Au moins, là, parce que c'était rough, là. J'aime pas ça. Je m'excuse. Ouais. Je sais. J'aime ça parler des injustices de même. Dis-les, t'aimes ça me faire choquer. Ben non, mais je veux te raconter des Je choses sais. choquantes. Justement. Ouais, I guess. Ouais. OK, ouais. Bon. On finit ça là, OK? Ouais. Fait que venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous n'avez rien d'autre à faire, ben, allez visiter la page Facebook d'Horreur Québec. Il paraît qu'ils recommandent des bons podcasts. Mm-hmm. Puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Bonne semaine tout le monde. Bye! Bye!
That's correct.